Bonjour Manu. Bonjour Bruno. Donc tu es un participant pour la Longue Route 2018. Tu es le plus jeune, je crois. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de marin? Alors mon expérience de marin, on va dire que je navigue depuis très jeune, mais j'ai eu mon premier bateau à 19 ans, et depuis, donc ça fait une dizaine d'années, je navigue quasiment constamment. Donc j'ai été aussi bien au Cap Horn que traverser les passages du Nord-Ouest. Là cette année je suis descendu en Afrique du Sud, enfin pas mal de belles balades quoi. Voilà. Et donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes motivations pour la Longue Route? Mes motivations c'est, bah, j'allais dire c'est simple à expliquer, mais c'est pas simple pour quelqu'un qui ne vit pas ça, mais déjà, tout marin, je pense, à un moment, cherche à se lancer des défis, à essayer d'aller un petit peu plus loin dans ses limites et dans celles qui s'est fixées. Et je pense que c'est un petit peu comme un Everest maritime, qu'un tour du monde sans escale. C'est aussi une expérience spirituelle unique. Je pense que j'irai pas renouveler ça l'année suivante, parce que passer autant de temps en mer seule, ça doit être quand même quelque chose de très fort. Mais voilà, je pense on a besoin de vivre ça dans une vie, on a besoin de se mesurer à des choses qu'on ne maîtrise pas et essayer de faire au mieux en fait pour avancer et réussir dans un tel défi. Donc voilà, c'est pour le côté spirituel, le côté aventureux et puis le dépassement de ses limites. Et donc le bateau Céleste, tu peux nous parler un petit peu de sa préparation et puis du bateau lui-même? Mm. Alors Céleste, c'est un bateau qui a 49 ans, un vieux bateau, que j'ai récupéré dans un état d'épave, qu'il l'était depuis plusieurs dizaines d'années, et que j'ai remis en état cette année pour aller jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, faire un petit voyage en Afrique. Et là, bah voilà, ce bateau qui est très étroit, une coque en alu qui fait un petit peu moins de 13 mètres. C'est pas un bateau qui a été prévu forcément pour planer, faire du portant, mais c'est un bateau qui est très stable en fait en route, même au portant, malgré son étroitesse. Et un bateau qui est facile à manœuvrer, qui fait des bonnes vitesses malgré une faible surface de voilure. Donc c'est un bateau qui me convient. Il est aisé, il est pas trop grand, voilà. D'accord. Et au niveau de la préparation, là, tu t'en es où? Tu refais des grosses modifications? Je refais tout. C'est-à-dire que aussi bien les choses du confort comme l'électricité, les circuits d'eau que j'ai mis en état pour pas me retrouver avec des soucis de, je sais pas, de toilette ou d'autoradio qui marche plus, mais pour être dans des choses plus sérieuses. J'ai modifié complètement l'ergonomie du cockpit pour qu'il soit plus adapté aux mers du Sud, c'est-à-dire plus petit, moins de volume à remplir en cas de vagues qui tombent dedans. Une casquette plus longue pour protéger, une porte étanche. Voilà, donc il y a vraiment le bateau, il est conçu là actuellement, il est en train d'être conçu pour pouvoir ne pas rentrer d'eau même à l'envers tout simplement. Il faut aussi, en termes de voilure, je vais modifier le plan de voilure, je vais mettre des enrouleurs devant pour éviter d'aller faire le mariole trop souvent. La quille a été changée, alors ça c'était le gros travail en fait de cette préparation qui a été achevée là. Donc je repars avec une quille toute neuve. Le safran, donc tout le système de tube de jaumière va être renforcé. J'ai rajouté un deuxième safran auxiliaire qui fera aussi régulateur d'allure. Alors voici Céleste, donc on peut voir la longueur et l'étroitesse de sa coque. Et donc on voit là, en bas on voit la quille, donc on voit les travaux qui ont été effectués. Alors toute la partie avant de la quille a été complètement modifiée, complètement refaite, avec toute la structure à l'intérieur. La coque, on voit elle est un peu sale, mais elle va être complètement mise à nu, peinte à l'époxy, et puis retraitée à l'antifouling derrière. Donc voilà, on voit les vieilles lignes un peu classiques de Céleste, mais des lignes qui marchent encore très bien. Il y a plein d'autres choses en fait. Là, je refais tous les aménagements intérieurs de même pour avoir plus de volume pour stocker les vivres et puis les pièces de rechange. Pour avoir aussi un grand lit parce que passer 200 ou 250 jours en mer, autant les passer confortablement. Donc voilà, vraiment le bateau de fond en comble est revu quoi. D'accord. Et en termes de budget, c'est un gros budget, j'imagine. Tu arrives à avoir des sponsors ou des aides?
Alors en termes de budget, j'ai déjà eu des partenaires qui se sont manifestés. Il y a une première entreprise qui s'appelle Les Poissons de Tamaris qui m'a financièrement soutenu et grâce à qui j'ai pu commencer ce chantier-là. Il y a une autre entreprise qui fait de l'accastillage textile, Nodus Factory, qui m'a proposé d'équiper totalement et gracieusement mon bateau de leurs produits. Et puis il y a des particuliers, il y a d'autres entreprises qui sont intéressées pour me soutenir, mais avec qui je suis en train de discuter. Mais voilà, c'est jamais assez, c'est un budget énorme. En fait, Guy Bernardin, à l'époque, il fixait le budget à environ 50 000 euros pour préparer ce voyage-là. Je pense que j'en serai à peu près là, après tous mes travaux, avec l'avitaillement et tout ce qu'il me faut pour partir. D'accord. Et tu as lancé une cagnotte aussi auprès de particuliers ou je crois que tu as monté une association, les Amis de Céleste. C'est un petit peu pour ça ou c'est... Alors en fait, donc oui, j'ai lancé cette cagnotte et cette association-là, en fait, elle permet justement d'avoir une vitrine d'abord auprès des sponsors, c'est-à-dire de montrer qu'on est plusieurs à soutenir le projet, de montrer que c'est un projet assez, même si je suis tout seul à partir, c'est collectif. Par exemple, j'ai mon copain Jean qui est là en train de m'aider sur la menuiserie, j'ai mon amie Marine qui bosse un peu sur la communication avec moi. Donc cette association-là, elle permet de nous réunir tous. Et puis, et puis aussi, bah, elle accompagnera les projets suivants, c'est-à-dire que j'aurai des projets de navigation polaire ensuite, j'aurai d'autres voyages pour lesquels je partirai peut-être pas en solitaire. Donc cette association, elle sera là pour ça aussi. Et la page de financement participatif, elle est très importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas forcément venir m'aider avec des coups de main, des prêts d'outils ou autre chose, qui habitent à l'autre bout de la France, mais qui veulent m'envoyer un petit coup de main. Donc ils m'envoient une somme qui peut être de 5 euros, 50 euros, peu importe. Mais voilà, c'est des petits gestes qui, tous mis bout à bout, m'ont déjà permis d'avancer beaucoup dans mes travaux. Je pense que j'espérais même pas en être à ce niveau de la préparation aujourd'hui. D'accord. Et avec l'association, je crois que t'as un aspect pédagogique aussi. Alors, je ne sais pas si c'est avec l'association ou en dehors, mais tu prévois un aspect pédagogique auprès des jeunes pour ce tour du monde. Alors en fait, de nature, je m'entends bien avec les jeunes déjà. Donc il y a quelques jeunes, notamment Anatole, c'est un petit peu mon petit protégé avec qui j'ai partagé déjà certaines aventures. Là, donc j'ai contacté une école, un lycée, pas une école, mais un lycée de Rennes. Je vais venir rencontrer des élèves de seconde, en fait, avant le départ déjà, pour leur expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la longue route, et puis surtout, qu'est-ce que ça implique et représente aussi idéologiquement parlant, parce que c'est pas seulement cavaler autour du globe. Alors j'aimerais échanger avec eux avant le départ, et puis pendant aussi leur raconter un petit peu au fur et à mesure du voyage les péripéties et aventures qui m'arriveront, et puis après aussi venir leur montrer tout ce que c'était chouette d'avoir fait ça. Mais voilà, il y a aussi des valeurs qu'on aimerait bien, je pense tous les participants de la longue route, qu'on aimerait bien un petit peu transmettre. C'est que déjà, on va faire le tour du monde à la voile, c'est plutôt harmonieux de notre environnement. On aura des pilotes automatiques qui fonctionneront au vent, du soleil pour faire fonctionner nos batteries, et pour écouter de la musique, ce sera le soleil qui nous fournira l'énergie. Donc c'est plutôt harmonieux comme manière de voyager, et puis comme c'est même plus qu'un voyage, c'est presque un chapitre de vie, autant de temps sur l'eau. Donc voilà, montrer qu'on peut vivre en autonomie, et puis sans tous ces besoins, en fait, qui sont des besoins. C'est Moitessier qui le disait d'ailleurs, il disait que, je sais plus mot pour mot exactement ce qu'il disait, mais il disait que la clé du bonheur, en tout cas, se trouvait dans la réduction et puis la suppression des besoins. Et en fait, tel qu'on part, on part avec que des besoins nécessaires, c'est-à-dire le besoin de manger, le besoin de se divertir malgré tout. Ça veut dire qu'on emmènera aussi des choses amusantes, des bouquins, je parlais de la musique. Mais voilà, on n'aura pas d'autres... tout à fait. Voilà. Et c'est ces valeurs, ce retour un peu à l'origine que j'ai envie de partager avec la nouvelle génération qui sera le monde de demain, quoi. Au niveau pratique, au niveau avitaillement, qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu as des options un petit peu entre le sous-vide, le lyophilisé ou voilà, est-ce que tu as un peu réfléchi à bon, il y a encore le temps, mais
Ça c'est un petit peu la question qui bloque, je pense, sur beaucoup d'entre nous, c'est que l'avitaillement, déjà, bon, il y a déjà la place que ça va prendre, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, mais aussi le type d'aliment. Il y a déjà une question de budget, parce que si on part avec du lyophilisé pour, on va dire, 8 mois de mer, on rajoute quand même une énorme somme par rapport à des conserves ou des choses plus simples. Alors moi j'aime bien manger quand même, je trouve que justement c'est un plaisir important. Donc je vais essayer d'emmener un maximum de bonnes petites choses que j'arriverai à comment dire, répartir tout au long du voyage. Par exemple tous les dimanches, je sais pas, moi je me mangerai un bon petit gâteau avec des ingrédients, un gâteau que je me prépare. Et bref, je vais essayer de manger bien de temps en temps, mais je pense que ce sera surtout basé sur des conserves, bon, au niveau du frais, bien sûr, bah, il y a les patates, les oignons, les oranges, tout ça, ça peut se garder longtemps, une fois que c'est gardé à l'ombre et au sec. Mais voilà, il y aura beaucoup de conserves, je pense. D'accord. Et au niveau alimentation en eau, tu as un désalinisateur ou tu emmènes beaucoup d'eau Et bah, la deuxième solution, disons que le désalinisateur, j'aimerais bien en avoir un, mais c'est un produit qui coûte cher. Alors ma solution, ce sera, j'ai installé un réservoir d'eau de 300 litres. Mhm. J'emmènerai, je pense, encore 2 à 300 litres en bidon, Mhm. pour un petit peu diviser. Je veux dire, si j'ai un trou dans mon réservoir, au moins j'aurai des petits bidons séparés. Et j'emmènerai aussi un système très rudimentaire pour récupérer l'eau de pluie, Depuis, oui. qui me permettra. Alors, j'ai noté que par exemple dans le poteau noir, sur une bonne pluie, j'arrive à faire une quarantaine de litres sans problème. Donc 40 litres, je fais 3 à 4 litres d'eau par jour. Bah, le calcul est vite fait, quoi. Ça me fait plus de 10 jours d'autonomie rajoutée. Donc je pense que ce sera amplement suffisant. C'est juste que pour le départ, et ben, emmener 5 ou 600 litres d'eau, c'est 5 ou 600 kilos en plus. Et ceux qui ont un désalinisateur, bah, ils perdront pas. Oui. Ils iront plus vite au départ, quoi. Bien sûr, mais c'est vrai que ça coûte cher et Mm. au niveau fiabilité, c'est pas toujours idéal. J'ai pas eu de retour à ce Non, niveau-là. En fait, c'est un peu compliqué. ouais, il y a des filtres. Je crois on m'a dit Ouais. plein de filtres, petits filtres à nettoyer. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est surtout voilà le prix Mhm. d'achat en fait qui bloque. Après, l'idée quand même de réussir alors un désalinisateur qui marcherait au solaire, donc quand même Ouais. une énergie qui est gratuite et complètement naturelle et qui produit lui-même de l'eau potable. Bon, il faut rajouter des petits minéraux, je crois, mais qui produit de l'eau en tout cas qui est consommable Mhm. avec de l'eau de mer. Je pense qu'il n'y a pas plus harmonieux que ça, donc Bien sûr. oui, je rêverais d'en avoir un. Mais pour l'instant, disons que ça coûte plus cher qu'une grande voile et j'ai plus besoin d'une grande voile. D'accord. Voilà. Ok. Et au niveau de la gestion des déchets, tu prévois... Parce que bon, de toute façon, comme tu disais, hein, vous partez tous dans un esprit Mm. très propre au niveau de la nature. Tu prévois des choses euh, Ben, moi, je suis plutôt classique dans mes manières de faire, c'est-à-dire que je vais naviguer de la manière dont j'ai navigué sur les grandes traversées qui n'étaient pas aussi grandes que ça que j'ai fait avant. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a le principe, c'est que si j'ai réussi à rentrer mes boîtes de conserve quand elles étaient pleines, une fois écrasées, elles prendront pas plus de place que pleines. Donc, je pense pas qu'au niveau de l'espace de stockage, ça me posera problème. C'est surtout l'odeur déjà, Oui. donc bien les rincer, tout ce qui est organique, le jeter à l'eau bien sûr, et voilà, vraiment bien rincer ces ordures pour éviter qu'il y ait des bactéries, des odeurs, que ça contamine des trucs dans le bateau. Après, tout ce qui est emballage déjà, alors vous achetez souvent des paquets de gâteaux, là, il y a 3 petits emballages dans un seul et tout, bon bah déjà on n'emmène pas ça, il faut Oui, laisser bien ça au sûr. port, et tout ce qui est carton, je pense que j'essaierai de peut-être faire un petit bidon, essayer de brûler ça sur l'arrière du bateau sous le vent. Mhm. Mais voilà, au niveau du tri des déchets, je me suis pas trop pris la tête. Je sais que quand ça rentre plein, ça peut ressortir vide. Oui, oui, non, Enfin, tout à fait. Tout à fait. voilà. Non, je pense que le problème, c'est surtout l'odeur, quoi, Voilà, c'est qui ça, peut ouais. poser des problèmes. Bah, j'ai la Donc, chance d'avoir une énorme soude derrière, en fait, ouais.
qui servait autrefois à entreposer la quinzaine de voiles qui équipaient le bateau. D'accord. Donc dedans, je sais que je peux y mettre toutes mes ordures, Voilà. c'est complètement étanche. Et puis voilà, donc là-dessus, j'aurais pas ce souci d'odeur. D'accord. Et sinon, au niveau forme physique, entretien physique, est-ce que tu prévois quelque chose? Parce que c'est vrai que passer 8 mois, 9 mois sur un bateau, tu bouges pas beaucoup, les bras bougent un petit peu, mais au niveau des jambes, tu fais pas des kilomètres. Et c'est peut-être surprenant, mais justement au niveau des jambes en mer, je les travaille beaucoup parce que je suis jamais assis. Mais jamais, c'est une manie chez moi d'être toujours debout. Je peux passer la journée debout comme ça. Mais au niveau de la préparation physique, je pense que déjà j'aurai une alimentation plutôt saine avant de partir pour éviter d'avoir des carences dès le départ. Je vais, pour le principe, faire un petit peu de sport, mais je pense que déjà mon mode de vie au quotidien, mon mode de vie est assez dynamique, peut-être, je sais pas, j'ai pas le mot en tête, mais disons que voilà, au quotidien, là, je fais des travaux, je monte, je descends l'échelle, et puis alors je dois courir pour aller chercher un peu de peinture avant que ça ferme, et donc finalement, je pense qu'il n'y a pas besoin, c'est plutôt éviter de s'empâter, surtout en mer, voilà, c'est ça le risque. C'est pour ça que j'ai créé, avant j'avais comment, un carré qui était très très peu spacieux, et j'ai créé un petit peu plus de volume dans le carré pour pouvoir éventuellement faire de l'exercice quand c'est un peu trop agité pour faire ça sur le pont. Mais non, je vais pas avoir une préparation d'athlète de haut niveau non plus, hein. Mais c'est sûr que de temps en temps, après des longues traversées, on ressent l'engourdissement. Des fois, on arrive même à ne pas trouver le sommeil à cause justement d'un besoin de bouger les jambes, les bras. Ça peut être quelque chose de gênant en effet. Mais dans ces cas-là, il faut, à défaut d'un vélo d'appartement, essayer de soulever des ancres ou bon, faut pas se faire piéger par les tractions parce qu'avec le roulis, il y a toujours un bras qui prend plus que l'autre. Mais voilà, il y a toujours des solutions pour s'entretenir un peu. Bien sûr. Bien sûr. Mais il faut effectivement, comme tu dis, être dynamique au quotidien. Tu prévois de partir à quel moment, toi? Alors, je pensais partir autour du 15 août. J'ai pas fixé de date précise parce que déjà, il y a plein de gens qui aimeraient être là pour le départ, donc j'aimerais voir avec eux quelle date peut correspondre au mieux pour eux. Et puis il y a surtout le fait que j'aimerais réussir à grouper le départ avec peut-être d'autres participants pour la beauté du moment. Déjà, je trouve que c'est chouette de partir à plusieurs. Et puis voilà, ce serait, je pense, plus. On part faire notre longue route, on sera bien assez seul comme ça plus tard. Je pense que ce serait beau, tout simplement, de partir à plusieurs. Donc, s'il y en a qui me disent, on veut bien partir avec toi, mais on part le 20 ou le 10, et bon, je partirai le 20 ou le 10. D'accord. Et partir d'ici, quoi, du Bono ou du... Du Bono, ou de Bretagne, ça me ferait plaisir de le faire, mais j'ai un tirant d'eau déjà assez important. Et partir du Bono, ça ferait un petit peu commencer par le golfe, donc avec tous ces bateaux, ces courants. Moi, j'aimerais bien partir et me retrouver directement au large pour pas commencer, par exemple, partir de Perros-Guirec en Bretagne Nord, ça serait génial, c'est chez moi, mais ça me fait faire tout le parcours côtier là pour arriver au Chenal du Four, donc les bateaux de pêche, les renverses de courant à surveiller, et, et voilà, une fois que je me lance, je pense que j'ai envie d'être dedans directement. D'accord. Donc d'ici ou Éventuellement de Lorient. de Lorient, oui. De Lorient, voilà, je serais directement au large, c'est un port pratique pour les derniers préparatifs. C'est un endroit facile aussi pour tous les gens qui viendront assister au départ pour se retrouver parce que c'est relié, c'est connecté au reste du pays, plus que Perros-Guirec, on va dire. Donc ouais, peut-être Lorient, voilà. D'accord. Et je pense qu'on pourra te suivre sur ton blog ou sur ton site. Oui, tout à fait. Alors On j'aurai quelqu'un, justement le petit Anatole dont je parlais, à qui j'enverrai périodiquement des informations via un téléphone satellite, et puis qui lui racontera un petit peu sur Facebook, sur le site. On a créé un petit site internet, et puis sur les autres réseaux sociaux qui fera vivre. Je voudrais juste ajouter qu'on est une belle bande
une belle bande de rêveurs plus qu'une bande d'allumés, parce que j'ai entendu dire certains que c'était un petit peu allumé, pas forcément réaliste de faire quelque chose comme on va faire. Mais je pense qu'au contraire, on est des gens qui ont foi, chacun a foi en quelque chose, en tout cas, quelles que soient ses idées, on est tous habités par la foi. Et je trouve que c'est beau parce qu'on y croit. Ah, oui, de toute façon, moi à vous côtoyer, c'est vrai que je ressens une bande de rêveurs, comme tu dis, mais de rêveurs quand même les pieds sur terre, quoi. Ouais, tout à fait, on regarde le parcours de chacun. Bien sûr. On parlait de Guy Bernardin, je pense que c'est un parfait exemple pour montrer que quelqu'un qui a navigué comme lui a envie de retourner aux origines, de retourner à ce type de navigation, où il y a peut-être une raison derrière tout ça. Et je pense que ce sont en effet tous des rêveurs qui ont les pieds sur terre. Ok, on va te souhaiter, Manu, on va te souhaiter une bon vent hein, pour cette longue route. Et puis de toute façon, on va te suivre, avec attention. Comme tous les autres. Merci beaucoup. En tout cas, au plaisir d'échanger encore sur la préparation et puis de se retrouver pour le départ. Ok, merci Manu. Merci.